Bonjour et bienvenue dans le Face à Face sur France 24. Avec moi aujourd'hui David Revaud-Dallon, il est rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Marc. Et Pierre Jacquemin qui est éditorialiste politique. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Alors cette semaine à l'Assemblée nationale, il y a eu du spectacle, il y a eu des motions de censure sur les textes budgétaires, elles ont été rejetées, mais le Rassemblement national a causé la surprise en votant en faveur d'une motion déposée par la NUPES, après avoir promis pendant des jours que jamais il ne ferait ce geste-là. Alors sans doute pour isoler les Républicains, pour embarrasser la gauche de David Revaud-Dallon, ça vous a surpris Marine Le Pen qui annonce cela ? Alors, bien sûr, ça a surpris un peu tout le monde. Dire qu'on ne l'a pas été serait mentir. Après, je constate quand même que depuis l'élection de 89 députés du Rassemblement national en juin dernier, il y a quand même beaucoup de changements de pied. Je vais en prendre un exemple qui n'a pas forcément de lien avec l'activité parlementaire, mais c'est l'affaire de la petite Lola, du meurtre terrible de la petite Lola. On a vu beaucoup d'oscillations. D'abord, tenter d'exploiter politiquement au même niveau qu'Éric Zemmour, en participant à la même manifestation que lui. Puis après, il y a eu un rétropédalage. Donc, il y a beaucoup de changements de pied, beaucoup de jeux tactiques du côté du Rassemblement national. Mais effectivement, là, ça a surpris tout le monde. Et je pense que, hélas, l'extrême droite française, qui, comme chacun sait, a toujours été une tradition anti-parlementaire, je ne vais pas remonter au 19e siècle, mais voilà, le 6 février 34, on s'en souvient. Poujade, 1956, on s'en souvient. Même 86, l'élection du premier groupe Front National sous la houlette de Jean-Marie Le Pen, on s'en souvient. Ça a toujours été un parti anti-parlementaire, le parti d'extrême droite. Et là, je ne dis pas qu'il s'est converti au parlementarisme, mais curieusement, il joue assez fin tactiquement de manière à se positionner comme jouant le jeu des institutions et à mettre finalement la NUPES dans l'opposition radicale, quasi révolutionnaire, parce que la NUPES fait aussi beaucoup de théâtre, quittant l'hémicycle, au 49.3, etc. Et donc, je trouve que c'est assez dangereux, parce que finalement, ce jeu-là, à la fois assez bien joué tactiquement par Marine Le Pen et servi par la NUPES et la gauche radicale, voilà, contribue au blanchiment, en quelque sorte, de l'extrême droite, et je trouve que c'est un problème. Alors, est-ce que c'est un problème? Mais tactiquement, c'est vrai que c'est aussi, et on a vu le Rassemblement national accuser les Républicains, qui sont donc la clé, parce que si les Républicains votaient en faveur d'une motion de défiance, le gouvernement tombe et sans doute l'Assemblée nationale est dissoute. Et là, l'argument, c'est de dire, ce sont les alliés de Macron, ils n'osent pas le dire, mais voilà, ce sont eux qui font tenir le gouvernement. Oui, il y a ce jeu effectivement parlementaire qui consiste effectivement à isoler en tout cas une famille politique et en tout cas à mettre au centre du jeu. Alors ça dépend quelle version on peut avoir. Effectivement, on peut se dire que c'est le Rassemblement national qui est devenu le centre du jeu au Parlement cette semaine. On peut se dire que c'est la NUPES parce que c'est elle qui a porté la motion qui a été la plus largement soutenue, la motion de censure qui a été la plus largement soutenue. Et on peut aussi se dire que finalement c'est les Républicains qui tiennent aussi sur le bout du fil la majorité présidentielle. Et j'ai plutôt envie d'avoir cette lecture-là parce qu'on a l'impression qu'on découvre qu'il y a 89 députés du Rassemblement national avec une stratégie qui n'est pas nouvelle, qui est une stratégie de normalisation de Marine Le Pen, de participation au jeu démocratique, au jeu parlementaire. Ils ont 2 vice-présidents. On s'accuse, la majorité présidentielle accuse les uns et les autres de faire le jeu du Front National. Les premiers à être responsables aujourd'hui du score du Rassemblement national, c'est quand même ceux qui sont en responsabilité depuis 2017. Donc les accusations de Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin, Gabriel Attal, etc., visant la gauche qui flirterait avec l'extrême droite, me paraît totalement lunaire, si ce n'est d'ailleurs contre-productif pour cette même majorité présidentielle. Mais sur la droite, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand vous écoutez Olivier Marleix expliquer les raisons pour lesquelles il ne vote pas... Le président du groupe LR expliquer les raisons pour lesquelles il ne voterait pas cette motion de censure, c'est parce qu'il ne faut pas ajouter du chaos au chaos, etc. etc. Bon, on va pas se mentir, la droite, sur un plan intellectuel et politique, est quand même très proche de la famille politique d'Emmanuel Macron. Il y a assez peu de raisons qu'ils aient des désaccords. Et par ailleurs, on sait aussi que cette famille des Républicains est très fragilisée et que la menace de faire tomber le gouvernement, c'est la menace d'Emmanuel Macron qui dit on dissout. Donc ça veut dire retour à la case départ, nouvelle élection, et on peut pas dire que les Républicains soient dans la meilleure posture. Mais je relève quand même qu'Olivier Marleix n'a pas enlevé, écarté l'idée que possiblement eux-mêmes, la famille politique des Républicains, pourraient déposer une motion de censure. Je ne sais pas dans quel contexte ni à quel moment ils pourraient le faire. Là, on a beaucoup parlé sur la retraite, sur la réforme. Alors sur ce qui me paraîtrait complètement incohérent politiquement et intellectuellement, parce que franchement, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de cigarette qui distingue le projet de Valérie Pécresse à la présidentielle de celui d'Emmanuel Macron. Mais on ne sait jamais. Effectivement, on a vu qu'aujourd'hui le texte sur la projection budgétaire jusqu'à 2027 n'a pas été adopté avec les voix de la droite. Donc du coup, bon.
ça veut dire qu'aussi que les LR se placent en faiseurs de roi de cet hémicycle, de ce Parlement français. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse sur cet hémicycle façon puzzle. C'est vrai que c'est finalement la principale caractéristique de cette assemblée, c'est que voilà, elle est quasiment, c'est la chambre introuvable, comme on disait au temps de la Troisième République. Moins d'accord sur bien sûr, le gouvernement, enfin Emmanuel Macron a une responsabilité depuis 2017 dans la montée du RN, mais n'exonérez pas François Hollande de 2012 à 2017, n'exonérez pas Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012, Jacques Chirac, etc. Je veux dire, le RN, c'est une progression continue. Emmanuel Macron, 2017, se fait élire en disant « je serai le meilleur rempart à l'extrême droite ». C'est vrai, mais vous avez remarqué que Nicolas Sarkozy avait aussi pour ambition, quand il a été élu, d'ailleurs ça avait marché au moment de la présidentielle, de siphonner l'extrême droite, que François Hollande lui aussi était dans cette posture-là. Donc oui, vous avez raison, mais n'exonérez pas les prédécesseurs. Après, sur la droite, c'est vrai que là aussi, je rejoins tout à fait mon camarade, c'est qu'il y a quand même une position ahurissante du groupe LR qui tous les ans dépose un amendement au Sénat, le groupe LR au Sénat, qui correspond tout à fait à la réforme des retraites qu'envisage le gouvernement, c'est-à-dire très clairement un report de l'âge légal et un allongement de la durée de cotisation, et qui, par un jeu de bonneteau ou un jeu de dupes parlementaire, à l'Assemblée nationale, voterait contre cette réforme si elle n'était pas enrobée de telle ou telle revendication, alors qu'au fond, c'est la même. Mais oui, très clairement, il y a un axe LR-LREM. C'est d'ailleurs ce que le sondeur Frédéric Dabi appelle depuis 2017 la fameuse Sainte Alliance électorale, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont les mêmes segments sociologiques d'électorat qui soutiennent Emmanuel Macron et qui soutiennent les LR. Et donc, je rappelle que dans la grande interview qu'il a accordée au Journal du dimanche dernier, Nicolas Sarkozy appelait précisément à un accord politique, c'est-à-dire qu'il appelait d'une part sa famille à rejoindre le gouvernement, ou du moins la majorité, et de l'autre côté, appelait Emmanuel Macron à franchir le Rubicon, ce sont ses mots, estimant que, voilà, il était à droite, mais qu'il n'allait pas tout à fait au bout des choses, et que en même temps, finalement, l'handicapait un petit peu, donc il l'appelait très clairement à y aller un petit peu plus. Alors justement, Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir, on l'attend beaucoup, parce que c'est une petite musique commence à monter, selon laquelle Emmanuel Macron est un petit peu perdu, déprimé, et qu'il ne s'intéresse plus tellement à la politique politicienne et aux choses et plus aux affaires internationales. Est-ce que, en effet, Emmanuel Macron a besoin de rassurer les Français, de rassurer ses partisans, ses parlementaires qui ont l'air un petit peu perdus au milieu de cette chambre introuvable dont on vient de parler? Je le disais il y a un instant, un des textes majeurs qui est celui de la projection budgétaire de ce pays jusqu'à 2027 a été rejeté à la majorité de l'Assemblée nationale hier. Donc il va y avoir un moment où la vie politique qui repose quand même sur des textes de loi, sur des projets de loi, des grandes réformes telles que Emmanuel Macron les a proposées, que ce soit la réforme des retraites, l'assurance chômage, peut-être la fin de vie dans quelques mois, il va bien falloir qu'il trouve des majorités. Donc il va falloir qu'il s'adresse à quelqu'un, il va falloir qu'il dise à la droite de prendre ses responsabilités, de rejoindre cette famille politique. Je ne sais pas quel est son objectif, quel est son projet. Est-ce que finalement il n'aurait pas intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale et à rebattre les cartes du jeu? Peut-être que il l'a laissé entendre. Il le laisse entendre, il laisse planer le doute. Est-ce que ça effraie les députés de la majorité? Sans doute. Est-ce que ça effraie Emmanuel Macron? Je ne le crois pas. Lui, il est protégé. Et puis, nul ne sait ce qui peut advenir de ces élections. Même si j'ai la crainte, j'ai le sentiment que peut-être ceux qui peuvent s'en sortir le mieux, ça peut être le Rassemblement national. On n'en sait rien, ce sont des supputations. Mais effectivement, ce soir, on a besoin, peut-être aussi, d'abord, un petit mot quand même sur ce qui se joue en Ukraine en ce moment et les discussions qu'Emmanuel Macron a, parce qu'il a eu des propos, je trouve, pas tout à fait clairs sur, en cas d'attaque nucléaire de la Russie sur l'Ukraine, que ferait la France, etc. Donc j'espère qu'il y aura une réponse à ce sujet-là. Et puis j'espère aussi qu'il aura des réponses sur le plan politique, sur ce qui s'est joué, sur ce qui se passe en ce moment au Parlement et sur l'absence de majorité pour construire un projet politique qui vient juste d'être élu il y a à peine quelques mois. Donc il y a quand même quelques années devant nous. Il faut quand même qu'il y ait un cap qui soit fixé. Un cap sur lequel il faut qu'il dise aussi qu'il a entendu. Il a entendu qu'il y a des oppositions dans notre pays, qu'il y a des projets alternatifs, que ces projets alternatifs ne sont pas écoutés ni entendus, parce qu'on a bien vu que dans le projet de loi de finances, il n'y a pas beaucoup d'amendements qui ont été retenus ni de la gauche, ni de la droite, ni d'ailleurs. Et donc du coup, il faut que lui-même, qui a parié sur un nouveau cap, comment dire, une nouvelle manière de faire de la politique. Il l'a dit plein de fois, il a fait une vidéo de 10 minutes pour dire qu'il fallait beaucoup plus parler, beaucoup plus aller sur le territoire pour engager des discussions, des concertations, des négociations pour régler les problèmes au niveau local, que ce soit les questions de santé ou d'autres questions comme les questions de l'école. Il faut des preuves d'amour maintenant, parce que ça ne suffit pas de dire je vais aller voir les gens et puis laisser les parlementaires et le gouvernement gérer dans son coin. C'est vrai qu'hélas, pour lui, la campagne législative ou le résultat de la campagne législative a démenti totalement sa propre campagne
campagne présidentielle au cours de laquelle il avait effectivement promis de changer de méthode, d'être davantage à l'écoute. On voit qu'en réalité, il n'en sera rien du fait de cette assemblée morcelée et cette majorité introuvable. Il est obligé de passer en force. Emmanuel Macron, maintenant, on ne va pas faire semblant de découvrir sur chaque texte de loi qu'il n'a pas la majorité et qu'il a une majorité, qu'il n'a qu'une majorité relative et donc il y a une majorité des oppositions qui peuvent se coaliser pour faire tomber chaque texte. Ça va être le cas à chaque projet de loi. Maintenant, il a encore un outil qui s'appelle le 49.3. Rappelez-vous, Michel Rocard. Ou le référendum. Mais déjà sur le jeu parlementaire, parce que le référendum, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toute une procédure qui passe d'abord en plus par le Parlement. Rappelez-vous, Michel Rocard, c'était 28 utilisations du 49.3 en 3 ans. Plus. Alors, il ne peut plus, mais il a quand même une possibilité de l'utiliser un certain nombre de fois sur le texte budgétaire. D'après mes calculs, ce sera entre 9 et 10 fois d'ici la fin de l'année 2022 sur la partie recettes, la partie dépenses et les deux lectures de chaque texte budgétaire. Il y a le PLF et le PLFSS, le projet de loi de finances pour les lois de financement de la sécurité sociale. Donc, il y a déjà 10 utilisations potentielles d'ici le mois de janvier. Vous imaginez bien que la réforme des retraites, elle peut aussi passer, ça serait un artifice ou ce qu'on appelle un véhicule législatif, mais le PLFSSR, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, pourrait aussi utiliser un 49.3, ce qui lui laisserait une cartouche, puisqu'il n'y en a qu'un seul par session hors texte budgétaire, pour passer, par exemple, un projet de loi sur l'immigration. Ce qui ne serait pas de nature à apaiser le Parlement. Ce qui ne serait pas de nature à apaiser le Parlement, mais je crois qu'hélas, pour lui, il n'a évidemment pas le choix et que forcément, cette tendance à passer en force, ce passage en force qu'avait dénoncé son allié François Bayrou, est une obligation. Il ne pourra pas faire preuve de la méthode qu'il avait promise pendant la campagne présidentielle. Et puis, après, on glose beaucoup sur l'état d'esprit du président, une forme de flou, de mou, de dépression. Je ne crois pas. Je crois que le président, il est il n'est pas en incapacité, mais il est un petit peu cornérisé politiquement. Il a une majorité relative, on vient de le chroniquer. Il est contesté par ses propres alliés, François Bayrou et Édouard Philippe. Il y a des appétits qui se déchaînent parce qu'il ne pourra pas, qui commencent déjà à se déchaîner dans son entourage parce qu'il ne pourra pas se représenter. Donc oui, les ennuis s'accumulent et comme disait Jacques Chirac, et je reste poli, vol en escadrille. Absolument, sur ces belles paroles de Jacques Chirac, on va en rester là cette semaine. Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir regardé le Face à Face sur France 24. À l'affiche. France 24 vous donne rendez-vous tous les jours pour suivre les grands événements culturels. Gros plans sur les expositions du moment, sur les films en compétition, les sorties littéraires. Cinéastes, écrivains, photographes, musiciens, les artistes partagent leur passion. La culture est à l'honneur tous les jours sur France 24. À l'affiche, votre rendez-vous culturel, c'est sur France 24 et france24.com. La Médina de Tripoli veut dire beaucoup pour les habitants. Bienvenidos a las noticias de France 24. Thanks very much for joining us. And before we... أهلا بكم في ثقافة في عدد اليوم. Ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme cette semaine. نسمع بين منا والآخر. Y en rechazo a las medidas. The storm has hit New York City a lot. I pledge to be a president. 3, 2, 1. Madagascar fait face à une seconde vague meurtrière. Vous êtes près de 99 millions à nous regarder chaque semaine. Merci. Shukran. Gracias. Your confidence means a lot to us. Muchas gracias. شكراً على هذه الثقة. Thank you. Merci du fond de mon cœur. Liberté, égalité, actualité.